nous essayons de continuer ce chemin pour découvrir fondamentalement ce qu'est l'homme. C'est la grande perspective de la philosophie, fondamentale. Je vous ai dit, pour la science, la science moderne, je ne peux pas en dire autant. Ce n'est pas explicitement, directement découvrir ce qu'est l'homme. On veut découvrir surtout les lois de la matière, comment les mettre en œuvre, etc., comment œuvrer, et tout ça. Tandis que la philosophie cherche d'abord à connaître l'homme. On verra, quand on découvrira l'âme, il y a toujours cette question, si on découvre l'âme humaine, alors on va demander, est-ce que la vache a une âme, est-ce que le crocodile a une âme? Ce n'est pas la question de la philosophie. Et comme dit, une mauvaise interrogation n'a pas de réponse. La question de l'âme ne se pose pas comme telle pour le crocodile, ni pour la vache. Mais pour l'homme, oui. Vous voyez? Tandis que la science va faire presque l'inverse. Elle va essayer sur l'animal pour l'appliquer à l'homme. Hein? C'est une toute autre manière de rechercher, parce que les bases ne sont pas du tout les mêmes. C'est la même intelligence, mais le chemin n'est pas le même. Le chemin en science de l'expérimentation et de la mesure, de tout ce qui est capable d'être traité par les mathématiques. Parce que là où il n'y a pas de traitement mathématique, il n'y a pas de science, au sens moderne du terme. Tandis que ce qui touche directement l'homme, qu'est-ce qu'apporte le traitement mathématique? Pas grand-chose. Pour ce qui est proprement humain, qu'est-ce que les mathématiques vont vraiment vous faire découvrir, ou comment les mathématiques vont pouvoir servir cette recherche et cette découverte? Vous verrez que si on essaie de découvrir ce qu'est le cœur humain, je ne sais pas si on trouve une équation ou quelque chose qui puisse nous aider à aller plus loin dans la découverte du cœur humain. Pas le cœur anatomique, mais... Vous voyez, donc c'est pour cela que on va voir que la philosophie va avoir comme lumière qui l'éclaire, c'est-à-dire la sagesse. Tandis que la science moderne a comme une lumière qui l'éclaire les mathématiques. Donc tout ça parce que comme on est dans un contexte de science moderne, il faut toujours qu'on comprenne bien qu'il y a une autre manière de mettre en œuvre notre intelligence pour découvrir autre chose et plus profond et plus ultime. Pas en opposition. C'est pas parce que la science existe que la philosophie n'existe pas, et réciproquement. Il y a de la place pour tout le monde dans l'intelligence. Voilà, alors nous avions cherché comment on pouvait fonder ce chemin pour découvrir ce qu'est l'homme. Et on verra, si on cherche vraiment ce qu'est l'homme, la personne humaine, on cherchera aussi au-delà de l'homme, s'il y a une réalité au-delà de la personne humaine. Mais la première réalité dont j'ai l'expérience, c'est l'homme. Si l'on est croyant ou si l'on est un être religieux, je n'ai pas l'expérience directe de Dieu. Vous voyez, je n'ai pas l'expérience directe de Dieu. Dieu est un Dieu caché. Caché, Dieu. Il est invisible. Caché ne veut pas dire lointain. C'est pas la même chose. On va voir que si Dieu nous prête vie et ça n'arrive jusque-là, quand on cherchera comment l'intelligence peut mettre en lumière l'existence de Dieu, on verra que Dieu, en fait, il est caché, mais il est tout proche. Vous savez, c'est toute la joie du jeu de cache-cache.
on s'amuse vraiment dans le jeu de cache. Je ne sais pas s'il existe encore ce jeu, sans doute encore. Hein. Bon. On s'amuse d'autant plus qu'on n'a pas trouvé quelqu'un qui était tout à côté. Si vous êtes parti à 3 km, bon, ben, c'est pas vraiment drôle. Hein. D'abord, c'est fatigant de chercher à 3 km, mais il n'y a pas de... Tandis que d'être à côté et qu'on ne vous trouve pas, ça c'est extraordinaire dans le jeu de cache-cache. Et bien Dieu, c'est un peu comme ça. Il est là, tout proche, et il est caché. Enfin, ça, c'est pour quand on sera grand. Pour découvrir l'existence de Dieu par l'intelligence. Mais avant ce questionnement ultime, hein, la question de Dieu, d'un au-delà de ce monde et tout ça, eh bien, je dois commencer le chemin humblement et je dois m'appuyer sur la réalité, sur le réel. C'est pas commencer à agiter des idées. Ce qu'on ferait spontanément. Hein. On a plein d'idées, on a lu plein de choses, les gens disent ceci, les gens disent cela, et puis on va commencer à faire une soupe avec les idées, et de la soupe, ben, on va essayer de faire une recette qui nous donne une soupe originale. Et alors, c'est comme, vous voyez, des modes de pensée, des types de pensée. Si vous regardez un peu chaque philosophe, c'est un peu ça. Chacun a son dada, et il va le développer, et alors voilà, vous avez la pensée d'un tel, la pensée d'un tel, la pensée d'un tel, et c'est pour ça qu'on peut trouver dans toutes ces pensées la chose et son contraire. C'est pour ça que ça peut rendre assez sceptique. Même si c'est brillant, même si c'est bien exprimé, même si c'est abondant, parce qu'il y a des gens qui ont une abondance de plumes et de pensées extraordinaires. C'est des centaines de pages, des milliers de pages. C'est extraordinaire. Je ne sais pas comment ils font. Enfin bon. Les dons sont répartis de façon diverse. Je peux regarder, bien entendu, je ne suis pas le premier à me mettre sur ce chemin de chercher la vérité, donc je peux regarder ce que les uns et les autres ont dit, ou ont écrit, ont pensé, un peu comme pour déblayer le terrain. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur cette question? Par exemple, le point de départ de la philosophie. D'où on peut partir pour chercher la vérité. Si vous cherchez plusieurs auteurs, vous verrez, les points de départ sont très différents. Ceux qui sont les moins nombreux, ce sont ceux qui osent un point de départ pauvre. Et qu'est-ce que c'est que le point de départ pauvre? C'est... Je suis là, tu veux me répondre? Non, tu t'es tiré le bras. Je crois que tu voulais répondre. Parce que la vérité, ça sort de la bouche des petits-enfants. Alors, c'est plus un petit enfant, mais enfin, bon, c'est quand même un enfant, quoi. T'as de la chance. Reste enfant autant que tu peux. Oui. Quel est le point de départ? À la fois le plus pauvre, donc c'est pas gratifiant pour la pensée, l'aspect mondain de la pensée, vous voyez, mais il est sûr, parce qu'il faut que je m'appuie sur du réel, sur la réalité. Quelque chose on pourrait dire de vierge, pas quelque chose de déjà digéré. Si je pars de la pensée, de ma pensée ou la pensée de quelqu'un d'autre, c'est déjà du digéré. C'est une interprétation des données de l'existence. Tandis que si vraiment je veux chercher la vérité, il ne faut pas que je parte d'une chose déjà digérée. Parce que c'est faussé par la digestion. En tout cas transformé. Alors si quand on digère, mais je ne sais pas si parmi nous, il y a quelqu'un qui digère parfaitement. Si on regardait l'état de nos intestins, on verrait qu'ils ne sont pas tout à fait parfaits. Un intestin pas parfait, vous voyez, la digestion déjà donne des choses diverses et vous me pardonnerez le caractère un peu rustique de l'exemple, mais c'est vrai. On ne peut pas partir d'une chose digérée. Vous voyez, si je veux connaître les aliments en tant que tels, et je vais aller voir chez chacun de nous ce qu'ils sont dans les intestins de chacun,
Ben, je dis oui, chez un tel c'est comme ça, chez l'autre c'est comme ça, chez l'autre c'est comme ça, chez l'autre c'est comme ça. Oui, mais alors c'est quoi la salade? C'est quoi la betterave rouge? C'est quoi la pomme de terre? C'est l'interprétation de l'intestin de chacun de nous. Donc sa flore, son équilibre, voilà, etc. Qui va éventuellement me donner une information sur les pommes de terre. Oui. Mais on va dire, ah oui, mais non, chez l'un c'est comme ça, chez l'autre c'est comme ça, chez l'autre c'est comme ça, alors où est la vérité? Eh bien, c'est un peu comme ça. Si je pars de ce que les gens ont pensé du réel, parce que si je veux trouver une source, j'allais dire vierge, qui me donne la vérité, enfin, ce qui est vrai, il faut que je parle d'abord de quelque chose qui n'est pas digéré, du réel comme tel. Et donc d'une expérience du réel. Le réel lui-même. Quelle expérience? Et le réel, c'est une expérience du réel. C'est ce qu'on appelle la philosophie réaliste. Pourquoi réaliste? Partir de l'expérience du réel. Du réel dont j'ai l'expérience, dont je fais l'expérience. Donc, je ne peux pas partir du réel dont je n'ai pas l'expérience. Si je n'en ai pas l'expérience, il est là le réel, mais je n'en ai pas d'expérience. Donc, mon intelligence ne peut pas opérer si je n'en ai pas l'expérience. C'est pour ça qu'on a essayé de chercher quelle était l'expérience que nous connaissons le mieux et qui est peut-être la plus fondamentale que fait l'homme et qui est fondamentale à l'existence humaine. Vous voyez, si on veut connaître l'homme, c'est important de partir d'une expérience sur laquelle est presque fondée toute l'existence de l'homme. Donc vous vous rappelez, on s'était demandé de quel point de départ je pars. Quelle est l'expérience la plus fondamentale que nous faisons personnellement. Pas que je regarde les autres faire, que je fais personnellement. Parce que je ne peux pas faire la philosophie sur l'expérience d'un autre. L'expérience d'un autre m'aide, peut-être qu'elle est plus riche que la mienne. Et je dois écouter. Et peut-être qu'il va plus loin dans la vérité que moi. Mais je dois, en quelque sorte, assumer ce qu'il dit à travers une expérience de la réalité qui s'enrichit. Vous voyez, qui devient de plus en plus riche, qui devient de plus en plus significative. C'est pour ça que je fais confiance dans l'expérience d'un autre au commencement, pour petit à petit moi-même entrer dans l'expérience, ou l'entrer plus profondément dans l'expérience. Vous comprenez ça? Ça va? Qu'est-ce qu'il a? Oui. Non, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, il faut vraiment ne pas hésiter à m'interrompre. C'est pas évident à faire. Enfin, j'arrive pas vraiment à voir c'est dur. De quoi on parle, quoi. Oui. Voilà. Oui. On essaye de connaître le réel. Oui, mais je sais, c'est bête, mais dans le concret. Oui, mais on va y arriver. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas l'expérience d'un autre qui me permet de progresser, c'est la mienne. D'accord. Et c'est pour ça que je cherche quelle est l'expérience que je connais le mieux. Vous voyez, qui m'est la plus familière. Pensée. Comment? La pensée. Oui, mais la pensée, le problème dans la pensée, qu'est-ce qu'il y a dans la pensée? Quel est le réel dans la pensée? Où est-ce qu'il est? Dans ce que je pense, vous avez fait toute l'expérience. Quand nous pensons tous quelque chose, mais quel est le rapport de notre pensée à la réalité? Je pense que ils sont tous paresseux aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? En fait, il n'y a rien. Tout à l'heure, on parlait de philosophie. Je ne parle pas, j'en fais. Et il y a un philosophe, je me rappelle, Michel, qui disait: je pense donc je suis. Ah, c'est ça. Oui. Donc lui, le fait qu'il pense, il dit qu'en fait. C'est lequel? Descartes. René Descartes. Bon. Cogito ergo sum. Bon. Oui.
Mais, voilà, donc ça veut dire que, vous voyez, c'est une philosophie qui ne part pas du réel, de la réalité. On va me dire, oui, mais la pensée, c'est la réalité. C'est une réalité très, très digérée. Tandis que la réalité, dans ce qu'elle a de plus, au sens le plus fort, c'est la réalité que je vais affronter dans mon existence. Je vais être face au réel. Parce que ce que je pense, c'est moi-même qui jongle avec ceci ou cela, mais je ne suis pas face à la réalité au sens fort. Ce que je pense, c'est moi. Or, si je veux connaître ce qu'est l'homme, si je commence à partir de moi, je risque d'avoir un monstre à la fin, parce que j'aurais lu l'homme à la lumière de son moi. Est-ce que l'homme est son moi? Parce que la qualité d'une pensée, c'est de pouvoir, j'allais dire, retraduire, exprimer la profondeur du réel. Et pour ça, il faut que j'apprenne à lire le réel. Et j'apprends à le lire à partir d'une expérience qui m'est relativement familière, dans laquelle je suis assez rodé. Oui. Donc l'expérience, ça va forcément être une expérience physique, comme manger, dormir. Ah oui, ça sera une expérience pratique. Voilà, ce sera forcément ça, pour durer. Ah, ça, je ne sais pas ce que ce sera, mais c'est une expérience concrète. Ouais. C'est une réalité. C'est pas des idées. Alors, pour connaître l'homme, est-ce que je vais partir de dormir? Bon. Et puis, quelle expérience vous avez vraiment de dormir? Généralement, vous avez l'expérience de dormir quand vous ne dormez pas. C'est-à-dire, je ne dors pas. Mais l'expérience de dormir, elle est très pauvre, vous savez. Et pendant que vous dormez, si vraiment vous dormez, et si vous êtes dans une phase du sommeil qui est productive, eh bien, on va vous raconter des sornettes dans vos rêves. Donc, c'est encore pas le réel. Vous voyez? Mais c'est une expérience qui est commune en quelque sorte, mais qui est typique de l'homme. Vous voyez, si je veux commencer à connaître l'homme, je vais partir d'une expérience très pratique, typique de l'homme. Dormir n'est pas typique de l'homme. Hein? Les Loirs, ils nous battent là-dessus. Les marmottes, je ne sais pas si elles ont commencé, pas encore, hein, je pense. C'est encore un peu doux. Si, elles ont commencé à dormir. Elles sont dans leur trou. C'est vrai, vous les avez taquinées pour voir si ça se passe. Ah. Enfin, je pense qu'elle voit la pluie arriver, donc elle vide les galeries pour pouvoir s'y installer. Voilà. Donc, vous voyez, je ne vais pas partir d'une expérience pauvre. Si je pars de dormir, si je veux connaître ce qu'est l'homme, j'irai pas loin. Ah si, on découvre une réalité, vraiment d'un grand prix qu'est l'homme, et on est parti de l'expérience de dormir. Oui, mais vous voyez, vous riez tous, et c'est bien, parce que vous voyez, vous le faites toucher par l'envers, qu'il faut que je trouve une expérience significative, et que ça, c'est pas significatif. Ça pourra peut-être éclairer le fait, moi je me demanderais ce que c'est que de vivre, ce que c'est que d'être vivant. Alors, je pourrais commencer à voir, en tout cas se réveiller. Se réveiller est typique du vivant, plus que de dormir, mais se réveiller, oui. Donc on retrouvera quelque chose de cette expérience plus tard, mais là, je cherche la base, vraiment, qui me met le plus en contact avec le réel pour découvrir ce qu'est l'homme. Et nous allions chercher la dernière fois qu'est-ce qui est typique en tout cas de la présence d'un être humain, une personne humaine. Quand l'homme est quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Il construit. Il transforme la matière. Il la transforme, il construit,
il cultive la terre, il fait des bols, des je sais pas quoi pour manger, il fait... il organise son jardin, après il remplit sa maison d'un meuble, des chaises. Jean-Daniel a cherché une chaise avant, donc il a cherché quelque chose qui existe certainement comme ça dans la nature, non? Ça existe comme ça dans la nature? Vous avez trouvé des chaises dans la nature? Vous pouvez en trouver une. Pierre, c'est plusieurs chaises. Maintenant, on en trouve. Dans la nature, pas dans un dépotoir. Hein. Pas dans la déchetterie. Hein, c'est pas ça la nature. Je peux trouver une souche qui peut me servir peut-être de chaise, mais ce ne sera pas la chaise la plus adaptée. Ça peut passer pour quelques minutes, hein, pour un petit pique-nique, quelque chose, on s'assied sur une souche. Mais, vous voyez, il y a des bonnes chaises, des mauvaises chaises, des chaises confortables, des chaises... Vous voyez, c'est pas si... Vous voyez, dans la maison des hommes, il y a des choses bizarres, vous voyez, c'est des choses qui n'existent pas comme ça dans la nature. Des choses qui ont été fabriquées par l'homme. Alors, il y a des chaises pliantes, il y a des chaises pas pliantes. Électrique. Des chaises électriques, mais normalement pas en France. Bon. Mais bon. Et... Alors, électrique peut-être pour les monter et descendre, hein, pour s'incliner. Il y a plein de choses, vous voyez, une cuisinière, des cafetières, vous avez un stylo en main, vous écrivez sur quelque chose, vous avez vu ça directement dans la nature? Le papier, par exemple? Hein? Oui. Un oiseau qui construit son nid, c'est une transformation aussi ou non? C'est une transformation, mais qui en quelque sorte... qui est instinctive, hein, qui vient de l'instinct de l'animal et qui a un but purement naturel, c'est-à-dire de permettre la reproduction. Le nid, c'est même pas pour y habiter, hein, parce que quand il n'y a plus de petits, ils sont plus dans leur nid. On se demande pourquoi ils ne restent pas dans le nid. Ils auraient quand même pu dire que c'était agréable, c'est tout ça, mais du duvet et tout ça. Eh bien, quand les petits sont grands, ben, il n'y a plus personne dans le nid. Ça veut dire qu'au fond, par l'instinct, on fait un lieu qui permet la reproduction. À la fois la protéger, on la met en haut, chaud, parce qu'ils n'ont pas de plumes, les petits, là, et puis où ils sont à l'abri, et puis où ils pourront être nourris. Voilà. Mais c'est très étonnant, quand ils sont grands, il n'y a plus personne dans le nid. C'est pas la maison de l'oiseau. Ils restent sur des branches, sur une patte, la nuit, dehors, c'est très étonnant. Et ils reviennent pour une nouvelle couvée. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il y a une analogie. Hein, on va voir, là, c'est comme si, mais c'est tout autre. Hein. L'analogie au sens propre, c'est il y a quelque chose de commun, et pourtant c'est tout différent. Ou si vous cherchez le raton laveur, par exemple, il fait des barrages, ou des barrages énormes, ou c'est quoi qui mange les arbres là qui tombent dans les castors, par exemple, voilà. Alors c'est des travaux herculéens, mais il s'implante les dents. D'instinct, il attaque les troncs du bon côté, et comme il est petit, il ne se fait pas attraper par l'arbre, et puis l'énorme arbre tombe dans la rivière et fait droit du dos. Ça commence, alors voilà. Et là, pourquoi il fait ça? Encore une fois, pour avoir un accès sécurisé à son logis, pour les petits, et pour avoir un piège à poissons. Et donc là, il va pouvoir se nourrir et se reproduire, vous voyez, Mais tous les castors de la même espèce vont faire exactement la même chose. Ils vont faire... C'est une stéréotypie. C'est comme la production industrielle.
Alors c'est admirable quand vous voyez un oiseau qui prend un brin après l'autre, il s'envole, il revient. Alors il fait ça avec sa salive. C'est étonnant, mais vous voyez, c'est-à-dire il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'est pas engagé, j'allais dire personnellement, dans ce qu'il fait. Il est mené par son instinct, il est pris par ça. Toute sa vie est prise par ça. Il n'émerge en rien de ça. Et il ne sait pas ce qu'il fait. Et il ne choisit rien. C'est pour ça qu'au sens fort, il ne fait pas un acte d'intelligence. Même s'il y a une capacité de raisonnement assez sommaire qui est mise en œuvre, parce qu'il regarde un peu ce qui se passe, et puis il essaie d'adapter, comme vous voyez, quand vous voyez une araignée, ici il y en a autant que vous voulez, on en vend, on fait des soldes d'araignées, mais quand vous voyez l'araignée faire sa toile, alors vous voyez qu'elle... c'est un truc un peu automatique et qui en même temps s'adapte à l'endroit où elle se trouve, là où elle met les points d'ancrage, là où elle commence à faire, et après ça fait... Et ça produit du fil gluant, elle ne sait pas ce qu'elle produit, elle a la marque, ni tout, mais c'est parfait, c'est un truc gluant. Et puis, elle ne s'y colle pas, mais les autres s'y collent. Alors vous voyez, c'est quand même bien, parce que les chercheurs, maintenant, commencent à explorer les pattes des mouches. Parce que comment ça se fait que les mouches peuvent marcher au plafond? Mais si, sérieusement. Là, quelqu'un a eu l'idée de regarder comment fonctionne le système des pattes des mouches. Alors, en plus, elles peuvent se détacher du plafond sans tomber. Et elles tiennent au plafond. Là, c'est extraordinaire. Puis on fait en plus, ça reste longtemps des fois. Oui. Spécialement pendant la messe, elles aiment beaucoup venir pendant la messe. Et elles tiennent contre le calice, là, on se demande comment. Elles essaient de monter le plus loin possible. Bon. Donc, vous voyez, ça c'est la nature. Et la nature est un vivier extraordinaire d'expérience. Elle est au fond, c'est un vivier extraordinaire d'important pour l'homme, extraordinaire. C'est pour ça que Aristote va pouvoir dire que l'art imite la nature. Imite la nature. Parce que l'homme, en lui, n'a pas ses capacités naturelles, pour le dire instinctives. Parce que l'homme, il fait plus que simplement avoir une aptitude pour se nourrir, donc capturer des proies, et puis se reproduire. Parce que c'est ça. Les membres d'une espèce n'ont qu'une finalité, c'est de vivre, donc se nourrir et se reproduire. Mais ils ne sont pas des êtres significatifs. Dans l'espèce mouche, la mouche n'est pas un être significatif. Elle fait vivre l'espèce, mais une mouche remplace une autre aisément. Il n'y a pas de problème de recrutement. Et chaque mouche est capable d'être mouche. Et l'éducation de la mouche, c'est très rapide. C'est quelques minutes. Voilà, les pattes sortent de trucs, et puis on vérifie si elles ont le système d'adhérence, et elles partent. C'est l'être humain, c'est pour ça que ce que je vois me donne des idées. Ah tiens, ou comment... je sais pas, il y a quantité de choses à voir dans la nature. Et je vous dis, les plus intelligents finissent par humblement se dire, mais tiens, au fond, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Au fait, comment les mouches à la fois tiennent au plafond et peuvent en même temps marcher. Parce que soit ça tient, mais vous ne pouvez plus bouger, parce que ça tient tellement que vous ne pouvez pas avancer, tandis qu'elle marche aisément à l'envers. Puis après, peut-être pour ceux qui essaient la régulation de la tension artérielle, on va dire, tiens, comment ça se fait qu'il soit aussi bien à l'envers, aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Il y a peut-être quelque chose à apprendre dans la nature. Mais après, l'homme doit faire quelque chose. S'il a compris quelque chose qu'il voit dans la nature, s'il veut en bénéficier, il faut qu'il réalise quelque chose de nouveau, qui n'existe pas dans la nature. Et c'est pour ça que la maison de l'homme est remplie de choses
qui n'existent pas dans la nature, qui ressemblent peut-être à des choses de la nature, mais qui ne sont pas de la nature. C'est là qu'on est, vous voyez, dans une première distinction, une réalité naturelle et une réalité artificielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Artificielle, ça vient de artifex, le faiseur d'art, artificiel, fait par un artisan. Et quand vous vous promenez quelque part dans des cailloux et tout ça, on peut se demander des fois si certains cailloux ont été taillés, ça c'est artificiel, ou si leur forme est naturelle. Ce qui est remarquable, c'est pas de trouver quelque chose de taillé, ce serait d'une chose naturelle qui ressemble à quelque chose de taillé. Tiens, on dirait que c'est un couteau, mais c'est pas un couteau. Hein? Et ça, c'est une... Vous voyez, quand on cherche en paléontologie ou un truc pour savoir s'il y avait des vies humaines, des êtres humains quelque part, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher s'il y a des œuvres artificielles. Et alors, vous avez un bout de terre cuite ou je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est artificiel? Si c'est artificiel, tiens, il y a un homme. Il y a eu un homme. Il y a une activité humaine. Si c'est naturel, c'est naturel. Je ne peux rien en conclure sur l'homme. Vous voyez, je ne peux pas dire qu'il y avait un homme. Je ne peux pas dire qu'il n'y en avait pas. Je ne peux pas dire qu'il y avait une activité humaine. Alors, l'activité humaine, par excellence, c'est quand l'homme fait des choses spécialement pour honorer ses défunts. Le culte des morts laisse des traces artificielles, vous voyez, une tombe, des choses dans les cercueils, des trucs comme ça, vous voyez. Ça, c'est une signature très forte de l'existence d'un être humain. On n'a pas vu vraiment. Alors, il y a des cimetières de singes, mais c'est pas ce que. Vous voyez, c'est quand les singes soit ont été massacrés ensemble, soit qu'il leur est arrivé je ne sais pas quoi. Donc il y a plein de singes, des ossements de singes, et je ne peux pas dire que c'est vraiment un cimetière, parce que dans un vrai cimetière, selon les cultures différentes, il y a des réalisations humaines au sujet du défunt. Tandis que les orang-outans ne rendent pas hommage à leurs congénères. Même s'il y a 2 orang-outans, puisqu'on parle des singes, c'est grâce à Kevin qu'on parle des singes. Comme quoi même la parole de Dieu est plaisante. On voit que même les singes dits évolués, vous voyez, ne font rien de cet ordre-là. Tout ça pour répondre à ce que c'est qu'une analogie. Et cette première distinction, et vous verrez que l'intelligence, quand elle cherche la vérité, elle va dans le réel opérer des distinctions. Je distingue. Ça veut dire pas, je ne sépare pas, mais je distingue. Vous savez, c'est terrible quand nous n'arrivons pas à distinguer les choses. C'est un peu comme si on marche dans la nuit, on ne voit rien. Et on dit d'ailleurs, tiens, je commence à distinguer des choses. Ça veut dire que je commence à voir les choses différentes comme elles sont. Hein? Tant que vous ne distinguez rien, hier soir, avec la pluie et tout, dans la nuit, il n'y aurait pas d'éclairage, vous êtes dans la nuit noire. Vous ne distinguez rien. Rien. Eh bien, quand l'intelligence ne distingue pas, elle est dans cet état par rapport au réel. Elle est comme dans le noir. Elle confond tout, elle ne sait pas ce que c'est, elle ne distingue pas. Les distinctions, c'est un des premiers fruits d'ailleurs de l'activité de l'intelligence, de pouvoir distinguer. Pas séparer, hein, pas opposer. Alors, parce que généralement, ce qu'on fait, c'est que dès qu'on distingue quelque chose, j'oppose. Je distingue encore. C'est peut-être une distinction qui va disparaître bientôt, mais bon, jusqu'à présent, on peut encore distinguer peut-être l'homme de la femme. Si vous y arrivez, chapeau.
à distinguer l'homme de la femme. C'est très difficile à distinguer. Mais tout de suite, oppose. Je vais opposer. Mais non, je distingue. Distinguer, c'est pas opposer. C'est pas parce que des choses sont distinctes, diverses, différentes, qu'il faut les opposer. Et vous verrez que notre psychisme fait tout le temps ça. Dès que je distingue, j'oppose. Et ça, c'est pas fidèle au réel. D'où vient l'opposition? C'est moi qui oppose. C'est moi. C'est ce que je pense des choses qui fait que je vais opposer. Non. Donc non plus, distinguer ne veut pas non plus dire séparer. Si vous opposez, vous allez séparer. Hein, l'opposition est une séparation. Si j'oppose le chaud et le froid, je sépare le chaud et le froid. Je peux distinguer le chaud et le froid, et ça peut aboutir à une opposition. Ce qui est légitime pour le chaud et le froid. C'est des qualités contraires. Mais est-ce que l'homme est le contraire de la femme? Puis ça dépend en fait. Ça dépend de notre expérience. Oui, il y a des femmes diviseuses et des femmes mélangeuses. Oui. On veut de l'eau tiède, il faut une certaine quantité de chaud et de froid. Oui. Voilà. Donc, vous voyez, finalement, si je ne faisais que purement opposer, je ne pourrais pas mélanger. Or, ça se mélange. Donc, on va dire, c'est différent. Je peux l'opposer, mais je peux aussi le mélanger. C'est pas... Vous voyez, c'est... Donc, on verra ça après, comment... Mais je crois que c'est très très important de repérer des maladies de notre intelligence, qui est souvent de ne pas distinguer, et quand on distingue, d'opposer. Retenez bien ça, enfin retenez. Il ne s'agit pas de retenir, mais de le comprendre. Quand vous comprenez, vous n'avez plus besoin de retenir. Parce que c'est intégré, et donc, ça ne fait pas appel à votre mémoire habituelle. Non, vous avez compris. Et donc, c'est une mémoire spirituelle, ça. J'ai compris. Vous voyez, c'est ça, une mémoire, mais c'est plus la mémoire au sens classique du terme. J'ai compris, donc j'ai pas besoin de réviser ma leçon. J'ai compris. Et si j'ai des devoirs à faire, c'est pour essayer de comprendre. À force d'un exercice. Et je ne comprends pas tout de suite. Donc avec un exercice, je vais finir par comprendre. Et une fois que tu as compris, tu n'as plus besoin de réviser. En passage. Mais oui, mais vous allez voir, c'est étonnant la philosophie. Elle éclaire plein de choses. Et qui font qu'après, la vie devient moins obscure, moins opaque, et nous pouvons devenir d'autant plus les artisans de notre vie. Comme on dit aujourd'hui, des acteurs. Donc, qu'est-ce que nous voyons, si j'observe, là où il y a des hommes, l'homme produit des choses. Il réalise des choses. Et moi-même, j'ai fait cette expérience. On fait cette expérience, je vous l'ai dit, souvent à partir du jeu. Mais après, c'est plus un jeu. C'est un travail. Je dois travailler. Quand l'enfant doit aller à l'école, ou même quand l'école est à la maison, c'est là que c'est difficile de savoir quand je suis à la maison et quand je suis à l'école. On aimerait bien confondre les deux. Au fond, je suis à la maison, donc je ne suis pas à l'école. Eh bien, quand j'ai commencé à aller à l'école, c'est fini le jeu. Alors, on voudrait que l'école soit ludique. Donc, ludere, en latin, c'est jouer. Mais que on ne peut pas jouer tout le temps. On voudrait qu'on puisse apprendre les choses en jouant. Et qu'on puisse toujours jouer et que tout soit toujours plaisant. Eh bien non. Mais c'est une idéologie aujourd'hui. De penser qu'on peut toujours jouer.
Non. C'est bien de pouvoir jouer, mais à un moment, il y a du travail. Tu joues pas toujours en faisant des multiplications ou des divisions. Pourquoi tu regardes ton frère? Je vois qu'il y a quelque chose là. Il y a une expérience commune là. Réelle. Donc, le travail pour réaliser quelque chose. Et pourquoi je peux réaliser quelque chose? Parce que l'homme est dans un monde matériel. Et qu'il a un corps. Et donc, par son corps, il va pouvoir prendre possession de la matière et commencer à la transformer. Ah oui, je vais commencer à transformer. Je vais prendre du bois, et puis je vais essayer de faire des planches avec un tronc. C'est déjà pas si simple de faire des planches, de belles planches à partir d'un tronc. On n'a jamais vu de planche dans la nature. Ou si je trouve un bout de bois qui est vraiment tout plan et tout, et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? D'où ça vient ça? Et si ça ressemble à quelque chose de naturel, mais pourtant que c'est absolument horizontal, je ne sais pas, mais c'est naturel ou c'est artificiel? C'est une planche ou c'est... Qu'est-ce que c'est ça? Donc, implicitement, vous voyez, dans mon expérience, je vois ce qui a été fait par l'homme et ce qui est purement naturel. Oui. Pas le naturel aussi créé. Il y a quelqu'un qui l'a fait, le naturel. Mais, C'est une Marc, information aussi. avez-vous vu l'acte créateur? Non. Donc, au point où on en est, Pas, mais toute chose est créée par quelqu'un, obligatoirement. ça Tu c'est... me montres, quelqu'un qui l'a fait, elle n'est pas toute. C'est pareil pour la nature. Alors ça c'est créé au petit sens du terme. Oui, après, oui, une montre, oui, c'est vrai que ça n'existe pas dans la nature. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Je vais commencer tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Et on va voir, le deuxième aspect, c'est que dès que l'intelligence va chercher à comprendre les choses, à découvrir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va interroger. Et elle interroge sur quoi? Sur une expérience. Là. S'il n'y avait rien, je dis j'interroge pas sur rien. Tiens, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu réponds? Matière. Ben non, c'est un garçon. On dit qu'est-ce que c'est? Non. Ben oui. Sans. Ah oui, t'es un garçon. Voilà. T'es artificiel ou naturel? Naturel. Ah. Tu es sûr? Je suis artificielle de l'homme. Non, je crois que je ne comprends pas parce que. Voilà, oui, je comprends. Donc, C'est l'œuvre de mon artisanat. oui, c'est la foi qui vous dit ça. Que dès qu'il y a quelque chose au lieu du rien, il y a une origine. Alors on pourrait dire d'où ça vient. Oui? C'est intéressant ce que dit Kevin. Parce que lui, il dit qu'il est artificiel. Enfin, il est naturel, mais en même temps, il dit qu'il est artificiel parce qu'il a été créé par un homme et une femme. Et il n'a pas. Enfin, oui. Oui. Mais il est moderne. Nature, c'est pas comme la Vous avez vu nature. comme il est moderne? Non, mais c'est pas vrai. Pour lui, la procréation, c'est une chose artificielle. C'est Il ça, est vraiment, c'est il est vraiment, Bah oui. il est parfait. C'est ça. C'est naturel. On va partir à la peine. Tu n'as pas été fait. Bah oui. Tu n'as pas été fait. Tu as été conçu. C'est autre chose. Ah. Ben oui, non, c'est vrai, j'avais pas entendu. Tu as été conçu.
Heureux l'homme qui a été conçu et non pas fait. Alors, il n'y a qu'un homme qui a été fait. C'est Adam. Ah oui, faisons l'homme à notre image. Ah ouais. Alors ça, c'est lors de la révélation et donc de la création. Mais c'est une analogie qui va essayer d'éclairer Ève un aussi. mystère. Comment? Ève aussi. Oui. Partir Parce qu'il me dit, tiré d'une côte, elle a été faite quand même. Mais quand il dit, là je suis dans le premier récit, homme pas masculin, faisons l'homme. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, homme et femme, il les Vous crée. avez vu la distinguer. Ouais. C'est pareil, opposé. Ouais. Ça y est. Mais c'est comme ça. Et alors on ressort transformé. Avant on était sur les sycomores et on ressort debout. Oui, Kevin. Donc, est-ce que Adam, en fait, par Dieu, a été artificiel vu qu'il a été fait? Moi j'étais confuse, je suis naturelle. Oui. Mais quand c'est. On peut terminer. Quand Dieu fait, c'est naturel. Parce que c'est le créateur. C'est quand l'homme est un petit créateur que c'est artificiel. Tu vois? Mais là, on dépasse un petit peu là où on est, parce qu'on parle de Dieu, et au sens fort, on ne sait pas encore qui est Dieu. Enfin, on entend le mot, on sait, mais il faudra un jour le découvrir. Hein. Donc, quand je cherche, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que fait l'intelligence? Elle interroge. Et la première interrogation, c'est quoi? C'est qu'est-ce que c'est? L'interrogation. Pas interrogation écrite. Hein. Quand je suis devant quelque chose que je ne connais pas, tu dis quoi? Qu'est-ce que c'est? Ben voilà. Qu'est-ce que c'est? Et ça, oui, c'est le signe d'une intelligence qui cherche et qui a besoin de comprendre, de savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Et après, ce que disait Marc, d'où ça vient? D'où ça vient? Et c'est pas. Il y en a encore d'autres interrogations, on va voir. Pourquoi? Pourquoi Dieu a fait l'homme? Pourquoi? Et c'est une question très importante. Pourquoi? Ben oui, il y a une question presque aujourd'hui, on ne pose presque plus que cette question-là. Laquelle? Combien ça coûte? Combien ça sert? Combien ça coûte? Pardon. Combien ça coûte? Ah, combien ça coûte? Oui. Alors, si vous avez l'argent pour le payer, vous achetez la chose, et qu'est-ce que vous achetez? Si c'est une toute petite machine, même un stylo-bille presque, avec le stylo-bille, vous avez un livret. Le mode d'emploi. Comment ça marche? Et toutes les consignes de sécurité qui sont répétées 100 fois. De peur qu'il y ait la bille. Voilà. Mais il faut, c'est un volume entier. Comment ça marche? Comment ça marche? Touche papier, Vous avez vu ça? C'est incroyable. Et à chaque fois, dans votre voiture là par exemple, à chaque fois vous avez les mêmes consignes de sécurité pour chaque chose presque. On les lit plus d'ailleurs, parce que c'est toujours la même chose. Oui, mais C'est ça. sauf que vous ne lisez pas ce que vous auriez dû lire. Moi j'ai Oui, des instructions d'utilisation. Les consignes de sécurité, c'est toujours. oui mais elles sont dedans. Oui. Il faut les sauter. C'est tout le temps. obligatoire, c'est Oui, obligatoire, oui, il y a plus de oui, oui. gaspillage. Responsabilité. Hein? Comment ça marche? Aujourd'hui, il n'y a presque que le comment. Le pourquoi. Non, comment ça marche? Donc, il va falloir interroger. Oui, la rencontre de la réalité avec l'intelligence va faire que l'intelligence va interroger.
Et vous pouvez voir souvent nous n'interrogeons pas beaucoup. Et que le système d'enseignement, au lieu de favoriser l'interrogation et la pertinence de l'interrogation, éteint l'interrogation. C'est comme si, vous voyez, vous prenez une oie. Nous gave, c'est ça. Soit vous la laissez naturelle et elle va avoir faim. Donc elle va aller là, elle va manger, tout ça. Si vous la gavez, elle ne vous demandera plus rien du tout. Eh bien, c'est un peu du gavage. Quand on gave finalement la mémoire. La raison, c'est qui fait que je n'interroge plus. Et il faut que je sache. Et on va dire, tu sais pas. Et c'est pour ça qu'on va dire, je sais. Et le jour où vous dites, je sais, vous ne cherchez plus. Quand quelqu'un vous répond, je sais, ça veut dire, tais-toi, je sais, je sais. C'est beau, c'est une intelligence éteinte. Celui qui dit qu'il sait, en fait, il s'arrête sur le chemin de la lumière. Une intelligence qui interroge, et souvent elle interroge de l'enfant, l'intelligence de l'enfant, elle interroge. Toujours quand il est petit, tout le temps, il pose des questions. Il pose des questions, il interroge, en fait. Et c'est une soif de connaître, enfin de découvrir, voilà, il cherche, en fait, ce que sont les choses, et si possible qu'on lui dise la vérité. Si je dis l'histoire du Père Noël, vous voyez, c'est typique. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est quelque chose qui n'existe pas. C'est assez significatif, ça. Qui a été fait par l'homme. Bah oui, c'est un... Coca-Cola Company. Oui, c'est pour l'argent. Donc voilà. Donc, nous voyons que si l'intelligence cherche, elle va au réel et elle va interroger. Il faut apprendre à il faut réapprendre à interroger. Et on va voir qu'on peut interroger selon beaucoup de directions différentes. Il n'y a pas que comment ça marche. Qu'est-ce qu'il y a encore comme interroge? Qu'est-ce qu'on peut encore interroger? À quoi ça sert? Oui, ça c'est... Pour une réalité comme ça, artificielle, ça serait presque comme un pourquoi. Hein? À quoi ça sert? Si je vois un outil, ça ressemble à du pourquoi. Hein? En vue de quoi est cet outil? Si vous allez un jour à Troyes, je vous invite à visiter le musée de l'outil. Alors là, c'est incroyable. C'est certainement pas exhaustif, mais vous avez un échantillonnage de tous les outils inventés par l'homme dans les différents corps de métier. Alors chez les ferblantiers, chez les menuisiers, chez les ébénistes, chez les je sais pas quoi. Mais c'est incroyable, chez les cordonniers, les charpentiers. C'est incroyable. Et ça, un outil, c'est la trace de l'homme. Qu'est-ce que c'est qu'un outil? Et si vous avez l'occasion, ça vaut vraiment la peine de voir le musée de l'outil à Troyes. Je vais vous demander d'aller à au musée de l'outil. Alors, maintenant, vous voyez, nous allons nous approcher de l'expérience que nous avons de réaliser quelque chose. Et je vois bien que, puisque je vous dis que notre expérience de réaliser, ou à défaut de voir des réalités réalisées. Vous regardez votre maison. Mais ici, là, regardez tout ça. Les chaussettes, là.
des confitures ou des crèmes, il ne faut pas mélanger. Hein. Et vous allez commencer tout de suite à interroger. La crème au citron. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça se mange? Comment on le fait? D'où avez-vous eu l'idée de la crème au citron? Est-ce que c'est quelque chose de commun, de fréquent ou pas? Il paraît que c'est ce qui vous vendait le mieux, non? Ça dépend du point de vue. Ça intrigue, non? Ah, il n'y en a pas là. On va aller chercher. Pourquoi vous ne la mettez pas sur nous, la crème au citron? Parce qu'elle est en train d'être. Ah, voilà. Elle est en train d'être faite. Ah voilà. C'est pourquoi il n'y en a pas sur Voilà. Présente-toi. Et alors, Pourquoi il n'y en a pas? est-ce que c'est bon? Quel goût ça a? En gros, ça fait. C'est cosmétique, c'est quoi? Mais Non, 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 c'est. est-ce que vous avez la recette? Qu'est-ce que c'est une recette? Une façon de faire. Composition. Est-ce que c'est que la composition? Et Non, la c'est pas composition, ça, en fait. c'est pas la recette. Non, Non, Il y a c'est un une façon de savoir-faire. faire. Ah, il y a Non. ah oui, il dit savoir-faire. Est-ce que ce n'est qu'un... Ah non, pas que ça. Est-ce que c'est... Il y a un aspect de savoir-faire, on va voir. Parce que des personnes différentes avec une même recette, Faut pas je vous dis que ça ne fait pas la même chose. Et il y a même des recettes qui sont... J'ai raté. Ouais. Quand je dis j'ai raté la crème de citron. Qu'est-ce qui me permet de dire que j'ai raté la crème de citron? On a mis un peu de soin. Le Comment? résultat est spontané, On a mis un pas- peu de soin. C'est idéal. Est-ce que c'est pas bon? Mais Je veux dire, comment c'est pas- je peux dire que c'est raté? Hein, on pourrait dire, bah, j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. Et non, elle est ratée. Comment je peux dire que c'est raté? n'a pas tel résultat. Ah, C'est à cause du goût. Pardon? Attendez, mais pas tout le temps en même temps, sinon... Qu'est-ce qui me permet de dire que c'est raté? Est-ce que c'est parce que ça ne correspond pas au produit auquel je m'attendais Voilà. au final? Oui, le produit final ne correspond pas à normalement À l'idéal. qu'il aurait dû être. À l'origine. Mais c'est quoi l'origine? Le problème, c'est que c'est pas la première création. La première création? Le Dans la modèle. Genèse? Non. Le Non, modèle. la Non. première fabrication. La personne l'a fait. Après, c'est peut-être pas la première fois parce qu'on peut, Ça peut être raté les premières fois. oui, mais on peut aboutir à quelque chose. Alors la première fois, la personne a goûté. C'est le but. Donc, ça veut dire par rapport à, on pourrait dire à Modèle. un modèle, Réussite. on pourrait dire une inspiration, une idée que j'ai eue de faire une crème avec des citrons. Hein? Donc c'est selon ça, je veux dire, je vais faire des crèmes de citron, que je fais mes crèmes de citron, et que quand je suis devant le pot, et que je goûte, je dis, c'est réussi ou c'est raté. On voit que la réalisation est mesurée par quelque chose, et quelque chose qui a été en fait imaginé par l'homme. Vous n'avez pas de crème de citron dans la nature, vous avez vu ça, même du citron écrasé, avec, je sais pas même, je roule sur un citron, et puis à côté il y a un pot de crème qui est là, et ça se mélange, non ça va pas du tout, ça se mélange pas du tout d'ailleurs, ça fait du fromage. Donc, vous voyez... Donc c'est quelque chose, oui, qui n'existe pas spontanément et qui a été créé, on pourrait dire, hein, inventé, invenire, trouvé. Avec une certaine inspiration. Tiens, en fait, et si je faisais ça?
et si je mélangeais ça, et si je... Vous voyez, on va voir qu'il y a un travail intérieur d'intelligence lié à l'imagination. Et l'imagination, elle fait appel à une expérience que j'avais avant, des citrons, du sucre, de je ne sais pas quoi. Vous voyez, je ne peux pas imaginer quelque chose si j'ignore totalement les choses. Sauf, paraît-il, la tarte tatin qui vient d'un accident. Alors, des fois, il y a des choses qui viennent par accident. Le carambar, Mais- c'est ça. Alors, je ne sais pas, oui. C'est ça. Le carambar, c'est une erreur. Alors, l'erreur. Mais alors, vous voyez, l'intelligence, à se saisir de l'erreur. Ouais. Et ben, oui, les bêtises de Cambrai, pour essayer de codifier l'erreur. De faire que l'erreur n'est plus une erreur d'une certaine manière, puisque je vais essayer de reproduire ce qui était hasardeux au départ, pour que je puisse le reproduire, le refabriquer. Hein. Vous voyez, là, je suis devant quelque chose qui est typiquement humain et qui met en œuvre l'intelligence humaine. L'intelligence humaine qui envisage différentes possibilités. Et si je faisais ça, et si je faisais ça, et pourquoi pas, et on pourrait faire comme ça, et je vais faire comme ça. Donc vous voyez qu'il y a des possibles qui sont présentés par une certaine imagination. Si vous n'avez pas d'imagination, bah, vous ne créerez pas beaucoup de choses. Vous voyez, un couturier, par exemple, il faut qu'il ait de l'imagination. Même, et la cuisine aussi, il faut souvent de l'imagination. Parce qu'il faut recycler les restes en donnant l'illusion de la diversité. Hein? Donc, il faut être créatif. Donc, il faut que j'ai de l'imagination. Et l'imagination fait appel à la sensation, la mémoire, la sensation de ce que j'avais fait avant, et de ceci, comment on pourrait faire ça, et voilà. Et à un moment donné, dans ces possibles que présente l'imagination, je vais faire un choix. Parce que si vous ne choisissez pas, et si vous ne fixez rien par un choix, qu'est-ce que ça fait, ça? Sur place. Bah, imaginez au niveau culinaire ce que ça fait. Ça brûle. Bah, on ne sait jamais ce qu'on mange. C'est hasardeux. Vous voyez, ça peut être terrible d'ailleurs. D'ailleurs, on peut le sentir quand on mange la cuisine de quelqu'un qui n'a aucune aptitude à la cuisine. C'est un acte de charité. Parce que ça peut heurter, vous voyez, vos goûts, votre mémoire, ça peut même éteindre l'appétit, vous voyez. Non mais c'est vrai. Et souvent, il n'y a pas de choix. Ou le choix est totalement inadéquat. Ou si je ne fais jamais de choix, je changerai tout le temps. Et comme je change tout le temps, je ne sais jamais ce qui advient. Vous comprenez? Il n'y a rien qui se fixe. Il n'y a pas de mesure. Ah, ça, cette fois-ci, c'est bon. Oui, pourquoi c'est bon? J'en sais rien. Est-ce que tu pourrais refaire ce que tu as fait aujourd'hui? Ça, c'était vraiment bon. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas, j'ai déambulé à la cuisine, j'ai pris ici, là, j'ai mis dedans, j'ai fait, puis j'ai cuit à feu doux, puis ensuite j'ai fait très fort, et puis après j'ai trempé ça dans l'eau froide, et puis... On ne peut pas mémoriser tout ce qu'on fait tout le temps quand même. Ah oui, mais il y a un minimum. Il y a l'inspiration. Ah oui, mais... Il y a des fois, il y a un geste qui s'est fait comme ça, Oui. on ne va pas pouvoir le retenir. Oui. Ah, si
C'est C'est ça. parfaitement bon grâce à ce geste, mais qu'est-ce qu'on fait? Ce qui a été déterminant. Parce que c'est un geste, normalement, dont je suis conscient. Ouais, c'est ça. La conscience. Et il faut que je le remette. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut faire une nouvelle recette. C'est comme ça que je peux créer des choses nouvelles. Et donc l'intelligence garde dans la mémoire quelque chose de son geste. Et pour l'affiner peut-être même d'ailleurs, hein, pour l'accentuer peut-être ou le diminuer, enfin pour voir si ce que je peux faire va produire quelque chose de plus qualitatif ou de moins qualitatif. Du coup, on peut le retrouver. On peut retrouver ce qu'on a en Si. reprenant l'ordre des choses. Si j'étais présent à ce que je faisais. Oui, c'est ça. Il faut être présent à ce qu'on fait. Ah oui. Et c'est pour ça que c'est le premier apprentissage de la présence à ce qu'on fait. Si vous n'êtes pas présent à ce que vous faites, c'est hasardeux. Et donc, au fond, vous n'en êtes pas vraiment l'auteur. Vous n'en êtes l'auteur que matériellement. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Vous osez à peine le dire. Qui a fait ça? Personne. C'est nous tous. Non, non. Il n'y a personne. Mais normalement, il faut que je sois présent à ce que je fais. Voyez? Et si je suis présent, je vais pouvoir, en quelque sorte, garder le processus par lequel j'ai réalisé quelque chose. Vous voyez, là, on est encore en train de décrire. C'est quelque chose de complexe de faire quelque chose. Vous voyez? C'est pas simple. On voit qu'il y a une mesure. Je lui dis, tiens, ou bien, si on n'est plus seulement dans le domaine un peu efficace, il y a une efficacité à la cuisine, hein, il faut que ce soit bon et que ça me nourrisse. Mais si je suis dans l'ordre des beaux-arts, par exemple, hein, alors c'est plus tellement efficace, mais est-ce que c'est beau ou pas? Un critère de beauté, un critère d'harmonie, c'est pas directement utile. Un beau tableau que vous avez à votre mur, c'est pas directement utile. C'est utile indirectement parce que c'est beau et ça vous aide à vivre. Mais c'est pas, le tableau comme tel n'est pas utile. Il est beau. Alors l'importance du beau par rapport à ma vie, c'est encore une autre question. Comment le beau m'aide à vivre? Ça regarde alors la personne humaine qui a besoin du beau pour devenir vraiment ce qu'elle est. Donc vous voyez que tout le monde a un petit peu une petite expérience, vous voyez, de fabriquer quelque chose, de réaliser quelque chose, de faire quelque chose, de réaliser quelque chose. Et quand on réalise quelque chose, on réalise quelque chose, pas... C'est le problème de l'art moderne, vous savez. T'as réalisé quoi? Ben, je sais pas, j'agitais les pinceaux et puis ça donnait ça. Alors on regarde dans le musée ou dans l'exposition s'il y a un petit papier pour dire ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? On va se jeter sur un écrit pour dire qu'est-ce que c'est. Regardez qu'on cherche tout de suite une forme. Une forme. Qu'est-ce que c'est? Une forme. Ça n'a pas de forme. On cherche une forme. Qu'est-ce que c'est? Ce que tu as fait n'a pas de forme. On va dire ni fait ni à faire. Donc, il n'y a pas de forme. Et cette forme, qu'est-ce qu'elle implique? Comment? Une interprétation? Avant, parce que... L'analogie. Non. Puisque je peux parler de forme, comment je vois qu'il y a une forme?
avec quoi? Par quoi vous voyez ça? Avec les Bah, yeux. les yeux. Si c'est un plat, ce sera avec les goûts. Le goût. Qu'est-ce que t'as voulu cuire? C'est le goût c'est le goût qui va dire c'est quoi ça? C'est quoi? Hein, c'est par le goût. Ou alors ça peut être par l'odorat, ça peut être par l'oreille. Essence, pour essence. Donc, cette forme, elle implique quoi? Essence. Ça veut dire, La réalité. Le retour. la réalité, vous dire quoi en disant la réalité? Ouais, Vous brûlez. Ouais. Mais dites le mot. La matière. Voilà. Une matière. En quoi c'est? Mais encore une question. Ouais, c'est ça. En quoi? La matière. Et là, nous sommes devant une nouvelle distinction. Très fondamentale. Quelle est cette distinction? La forme et ce en quoi la forme est réalisée, la matière. Oui? On a parlé d'un tableau. Un tableau. Oui? C'est pas la matière qu'on regarde, vous voyez la matière. De quelle peinture il est fait, de quelle matière. Et on cherche une forme dans ce tableau. Oui, mais parce que c'est... c'est... Mais qui est fait dans une matière. Et alors aujourd'hui, d'ailleurs, l'art moderne va beaucoup travailler la matière. Parce qu'alors, vous avez souvent les couleurs et tout ça, mais vous avez aussi le relief, vous savez, on vous fait des pâtés par-ci, par-là, vous voyez, de matière pour que ce soit... alors c'est vrai que dans l'art de la peinture, la matière est plus subtile. On va dire c'est de la peinture à l'huile, c'est sur toile, c'est sur bois, c'est sur... Quand vous dites qu'on cherche la forme dans ce tableau, au-delà de la matière, on cherche Non. à savoir ce que ça représente. Hein. C'est pas au-delà, c'est une forme. On a d'abord dit qu'est-ce que c'est, et j'ai dit comment ça se fait qu'on puisse avoir cette expérience d'une forme. Parce qu'elle est dans une matière. Ah, d'accord. Vous comprenez? Elle est dans une matière. Et c'est là qu'on est devant une distinction très fondamentale de la forme et de en quoi cette forme est réalisée, c'est-à-dire la matière. Oui. Mais quand on parle de forme, on est dans le sens de la vue. Il y a la vue qui intervient pour parler de forme. Est-ce que dans la musique, du coup, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de forme, il y a quoi? Mais c'est aussi une forme. Voilà. C'est pas une forme au sens ce qu'on va appeler la figure. Voilà. La forme, au niveau philosophique, c'est ce qu'on appelle une détermination. Alors dans la musique, la détermination, elle va impliquer par exemple la mélodie, le timbre, le rythme, le nombre de voix, etc. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Tout ça, c'est des déterminations. Ça veut dire quoi, détermination? C'est-à-dire qu'on l'a déjà? Non, c'est déterminé. C'est fixé, voilà, on ne peut pas en discuter. C'est une forme, c'est une détermination. Vous voyez, on va dire, c'est un la. D'accord. C'est pas un sol. Ouais. C'est une distinction. Mais oui, c'est plus une distinction, c'est une détermination. C'est un la, c'est pas un sol, c'est pas un fa, c'est pas un si bémol. C'est une détermination. C'est déterminé. Et ce qui fait appel à l'odorat, c'est pareil. Oui. Quelque chose qu'on ne voit pas, c'est voilà. Mais qui fait Mais appel au sens. c'est un parfum, comment on appelle ça, une fragrance, je sais pas quoi, quelque chose comme ça qui fait que... Et alors, vous voyez, vous, les gens qui connaissent bien les parfums, ils vont distinguer les différentes origines et qu'est-ce que c'est. C'est de la lavande, c'est du je sais pas quoi, du romarin, c'est du... Il y a une détermination. Mais philosophiquement, ça s'appelle une forme. Même si c'est une odeur, même si c'est un dessin, alors nous on a une forme, on a plus d'expérience visuelle d'une forme, mais la forme, ça se voit dans beaucoup d'autres domaines. Oui. Distinguer amène à déterminer. C'est dans cet ordre-là. C'est pas je me la Distingue. Non, la détermination me fait distinguer. Oui.
Oui, par exemple, quand je découvre la forme, et quand je vois que c'est en bois, et quand vous achetez une statue, et que vous voyez son prix, ben écoutez, je vous conseille de savoir en quoi c'est. Ah, c'est la même forme, hein. C'est un glinglin. Hein. Mais c'est en quoi? C'est en bois. Quel bois? Et si c'est pas... Ouais. Ou c'est du plastique, c'est de la résine, c'est du marbre, c'est... Enfin, vous voyez, du granit. C'est la nature de la matière. C'est la matière. C'est ça. En quelle matière? Et alors, elle-même a une forme. Puisque le bois, alors dans le bois, le sapin, c'est pas du noyer, ça n'a pas le même prix non plus, c'est pas de l'olivier, c'est pas de... Oui. Alors même la matière, elle en plus, elle-même, elle a une détermination. Donc c'est le premier moment où je découvre en quoi c'est fait. Et l'artiste, ou l'artisan, quand il va faire son choix, il va se dire, il va réfléchir en quoi il va faire une chose. C'est capital. En quoi je vais faire ça? Dans du bois, dans de la pierre, dans du métal, dans vous voyez, la question de en quoi je vais réaliser ça. Et je vais donc avoir une rencontre, finalement, avec la matière. Toujours. Hein. C'est transformer une matière. Même, elle peut être subtile, hein, parce que vous voyez, avec la technique moderne, la matière peut être quelque chose de plus subtil. Hein. Ça peut être des microprocesseurs, ça peut être je ne sais pas quoi, hein, vous voyez, ça peut devenir... on peut transformer ça. En quoi je fais ça? Et quand vous dites en quoi, spontanément, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez toucher. Vous allez voir que ces différentes interrogations ont un rapport avec nos différents sens. En quoi? Je me souviens, dans les années 80, j'étais en Italie et c'était quand tu as vu Tchernobyl, c'était en quelle année ça? 86. En 86, voilà. Et alors là-bas, en Italie, ils ont le génie de traiter le bois dont on ne sait pas si c'est naturel ou si c'est artificiel. Alors, c'est tellement lisse partout que c'est du vrai, c'est pas vrai, c'est quoi? Et on revient, on touche, tant qu'on n'a pas touché, vous voyez, qu'est-ce que ça va plutôt être du côté de... Qu'est-ce que c'est votre question? L'interrogation, qu'est-ce que c'est, va regarder plutôt quel sens? La vue. La vue, oui. La vue. Qu'est-ce que c'est? C'est un rapport avec la vue. Même si ça concerne aussi les autres sens. Mais vous voyez, la forme regarde plutôt la vue. Quand je dis c'est raté ou c'est réussi, c'est que je cherche quelque chose qui est référent, hein, comme un modèle. Ce serait quel goût, ça? C'est raté. Ce serait quel sens, vous voyez? C'est dans la question. Voilà. Vous voyez, quand vous goûtez, tiens, à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Quand vous goûtez, quand vous avez une saveur inconnue, vous dites à quoi ça ressemble? Hein? Sur le modèle de quoi? C'est un rapport au goût? Alors, après, c'est de plus en plus facile puisqu'on les élimine. D'où ça vient? Ça fait quel sens? Comment? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit la mémoire, mais c'est pas ça. D'où ça vient? Réfléchis. Oui. Ça dépend. Oui, l'audition.
L'ouïe. D'où? D'où ça vient? Vous tendez l'oreille? D'où ça vient? Ah oui. Ah oui. Ben oui. Ah oui, moi je pensais quelque chose. Ah oui, ça vient d'où ça? Ben, mais c'est la même question. Oui, voilà. Mais vous voyez, il y a un rapport. Regardez, ces questions ont un rapport à notre structure incarnée. Ah oui, Vous voyez, à nos 5 sens. Je n'interroge pas n'importe comment. C'est un rapport même avec moi. D'où ça vient? Vous tendez l'oreille? D'où ça vient? Et puis ensuite, il reste quoi? Qu'est-ce que c'est cette odeur? hein, Qu'est-ce que c'est cette odeur? l'odeur. Ça ressemble à quoi? Vous Ah, voyez c'est d'ailleurs marqué, que... c'est le goût aussi. Pardon? Mais vous voyez Ça que... sent mauvais, ça vient d'où ça? Oui. Alors un peu... Mais le goût et l'odorat sont liés. Oui. Hein? Vous n'avez pas de goût sans odorat. Quand vous perdez l'odorat, vous n'avez quasiment plus de goût. Quand vous avez le rhume, par exemple. Parce que oui, vous perdez votre odorat, les aliments n'ont pas spécialement de goût. Hein? Si vous êtes bien malade et un gros rhume, vous n'avez plus de goût. Vous avez fait cette expérience. C'est comme perdre presque le goût. Sauf le sucre. Ça, je ne sais pas, peut-être. Si. Le sucre encore. Et c'est justement là le danger. Parce que le sucre active le mal. Il active quoi Voilà, le sucre acidifie. Donc si vous avez un problème, une rhinite par exemple, le sucre va activer le mal. Ah, le mal, j'ai pas compris. moi. La maladie, quoi. Oui. Oui. Ben, il vous reste un peu de goût, hein. Je veux dire, c'est Oui, pas quand qu'il même. vous reste rien, mais vous n'avez plus du tout là. Vous voyez, aucune subtilité du goût. Et si vous faites de la cuisine, si vous êtes cuisinière ou cuisinier, quand vous avez le rhume, c'est très difficile. Vous pouvez rien goûter. Vous ne saurez pas ce que vous présentez aux autres. Vous faites goûter à quelqu'un, écoute, goûte à ma place parce que moi, j'ai pas de goût, j'ai plus de goût. Quel est celui qui fait la cuisine sans goûter? Quelqu'un ose faire la cuisine sans goûter? Les bons cuisiniers. Et moi. C'est vrai? Par l'odeur, on peut faire Bah, si vous voulez, juste, sur- On goûte alors. Avec tout le monde. Et vous savez, parce que le goût ne correspond pas toujours à l'odeur. Bah, c'est pas toujours la cuisine, quoi. C'est pas ça? L'odorat signale déjà. Donc, vous voyez, quand je goûte, est-ce que c'est bon? Et est-ce que c'est bon? C'est toujours, est-ce que c'est réussi? Est-ce que ça correspond à ce que j'ai voulu faire? Donc, quelle est maintenant, on pourrait dire, quelle est la source de cette réalisation humaine? Souvenir. Comment? Le souvenir. Quelle est la Le premier critère de choix. Qu'est-ce que tu as dit? Le souvenir. Pour dire j'aime, j'aime pas, peut-être. Alors, il y a quelque chose de la mémoire, Et la mémoire. oui, parce que c'est l'expérience antérieure. Oui. Je vais me rentrer. Vous voyez, c'est votre expérience antérieure qui va un peu mesurer ce que vous connaissez. Hein? Mais vous êtes aussi dans cette opération capable de faire des choses nouvelles. Donc ça contraste avec ce que vous connaissez. Tiens, je connaissais jusqu'à présent comme ça. Tiens, je n'avais jamais vu ça. Oui. Donc, il n'y a pas seulement, il y a une expérience, mais je peux aller au-delà de l'expérience. C'est-à-dire, je m'appuie sur l'expérience pour réaliser de l'inédit. Vous voyez, mais qui s'appuie en même temps sur l'expérience. C'est comme les grands artistes.
ils ont une certaine expérience. D'ailleurs, ils ont tous vu des œuvres d'art, ils ont tous vu des... Vous savez, personne n'est devenu un grand génie par lui tout seul. Hein. Et tout le monde va dire que, je sais pas, si je prends Jean-Sébastien Bach, par exemple, comment il a appris. Il est génial, hein, mais en même temps, il a appris. Il a recopié des œuvres des compositeurs d'avant lui, et spécialement des chefs-d'œuvre. Si on lui a donné des chefs-d'œuvre, à partir d'un chef-d'œuvre, Donc c'est l'expérience. Donc Ça c'est répond. en s'appuyant sur l'homme que l'homme progresse, quelque part, enfin, Oui. dans sa réalisation. oui, sur l'homme, en tant qu'il a réalisé quelque chose de significatif. Donc, c'est ce qu'on appelle une expérience artistique. C'est une expérience. Si j'ai aucune expérience, je suis capable d'apprécier quelque chose qui ne vaut pas grand-chose. C'est ça. Vous voyez? Tandis que quelqu'un qui a l'expérience, il qualifie son jugement. Et ce qu'il va vouloir réaliser va aussi qualifier son inspiration. Et le projet qu'il va fixer et qu'il va vouloir réaliser. Vous voyez? À l'origine de toute réalisation humaine, il y a un projet. Dans un projet, il y a une idée. Vous voyez? Le projet, c'est je vais faire ça. Tiens, je vais faire ça, ou bien je vais faire comme ça, mais pour faire quelque chose. Hein, vous voyez? Et après, comment je vais le réaliser? En quoi et comment je vais le réaliser? Comment c'est possible? Donc il y a tout un processus efficace que je vais mettre en œuvre pour pouvoir réaliser mon projet. Et à la fin, devant le résultat, c'est là que je vais dire « Oh, non, c'est tout raté. Ah non, c'est raté. C'est pas du tout ce que je voulais faire. » Mais des fois, quelqu'un d'autre qui n'avait pas ce projet peut dire « Mais écoute, c'est pas mal ce que tu as fait. » Non, c'est pas ce que je voulais faire. Il ne faut pas faire. Ça montre d'ailleurs combien il y a quelque chose de subjectif dans l'art, et que l'artiste, ou celui qui fait les choses, il a la mesure en lui-même, en quelque sorte. Mais peut-être que quelqu'un d'autre va pouvoir récupérer quelque chose dans ce que quelqu'un a fait pour en faire une autre œuvre, qui ne correspond pas à ce que l'autre pensait. C'est comme ça qu'il y a une fécondation, même par des œuvres dites ratées. Alors il y a des artistes qui détruisent toutes les œuvres qu'ils jugent ratées, mais souvent ils ont tort, parce que dans des choses qu'ils jugent ratées, pour d'autres, c'est pas raté. Et ça peut être source de nouvelles inspirations, de nouvelles réalisations. Donc là, nous avons essayé d'analyser cette expérience toute fondamentale qui est à la base de la vie humaine. C'est à la base de la vie humaine. Mais là, on est vraiment à la base de la vie humaine, de l'existence humaine. C'est pour ça qu'on appelle cette philosophie qui s'appuie sur cette expérience une philosophie humaine. Pourquoi? Parce qu'elle s'appuie sur la vie humaine, sur la vie pratique humaine. Et pour connaître l'homme, il faut que je parte de sa vie humaine, de ce qui est à la base de sa vie humaine. Celui qui n'a jamais rien fait, il est dans une situation humaine délicate, fragile. Il ne se connaît pas. J'ai jamais rien réussi, j'ai jamais rien fait, j'ai jamais rien réalisé. C'est pour ça qu'on voit bien qu'il y a au fond de chacun un besoin de réaliser quelque chose, et même de se réaliser, parce que l'homme, en réalisant, se réalise.
Et pendant un temps, il pense que là, il va trouver, j'allais dire, toute la lumière sur sa personne. Les crises de vie regardent presque toujours des crises par rapport à des réalisations. Ou quand je vois que la réalisation, finalement, ne porte pas, j'allais dire, la solution ou la lumière que j'espérais qu'elle apporterait. Voilà, j'ai réussi à ça, j'ai le poste que je voulais, voilà, et alors avec ça, je commence à vieillir, je vois que d'autres font autre chose, je vois que ça donne des crises existentielles. Je suis en situation de difficulté par rapport à une certaine image de moi, par rapport à ce que j'ai réalisé, ou en découvrant que la réalisation que je pensais qui allait me révéler ce que je suis, en fait, ne me révèle pas. Ce n'est qu'une réalisation. Et ça ne dit toujours pas qui je suis. Hein? Ou alors, je croyais que j'étais mes réalisations, et puis arrive quelqu'un d'autre qui réalise des choses infiniment plus grandes. Oh, et je vois ça, moi qui me croyais un génie, je vais dire que je suis nul. Vous voyez? C'est dire qu'on ne touche pas quelque chose de secondaire. Quand on commence à éclairer cette expérience, vous voyez, on a commencé à partir de l'expérience, on voit entre une réalité naturelle et une réalité qui a été fabriquée par l'homme, artificielle. Après, on essaie de voir l'expérience qu'on a d'avoir réalisé quelque chose. Et les interrogations que je me pose d'ailleurs intérieurement. Comment je vais m'y prendre? Qu'est-ce que je vais prendre comme... en quoi je vais faire ça? De quel outil j'ai besoin pour pouvoir travailler cette matière? Parce que je ne peux pas tout faire avec mes mains. Parce que vous voyez que fondamentalement, c'est avec les mains que je fais les choses. Mais très vite, les mains, elles sont extraordinaires, les mains. Parce qu'elles sont totipotentes, elles peuvent tout faire. C'est l'organe des possibles, les mains. Et en même temps, face à la matière, à sa dureté, à sa résistance, l'homme va faire un prolongement de sa main. Et c'est ça, l'outil. Alors, on a beaucoup à dire sur l'outil, parce qu'aujourd'hui, l'outil est tellement élaboré. Vous voyez, par exemple, l'ordinateur est un outil. Mais cet outil, est-ce que vous le maîtrisez vraiment? Cet outil fonctionne tout seul, selon une programmation que vous ne connaissez pas. Non, oui, pardon. Il fonctionne tout seul. Oui, non, mais si je ne mets pas mon doigt sur une touche, il va rien faire, cet ordinateur. Il ne va rien faire, c'est ça. Mais il fonctionne tout seul dans le sens où quand vous mettez votre doigt sur une touche, il fait ce qu'il veut. Oui. Enfin, ce qu'il veut. C'est pourquoi il a été programmé, mais que vous ignorez. Vous voyez que le résultat, mais vous ne connaissez pas cet outil. C'est très différent si vous prenez un ciseau à bois ou à pierre, un outil au sens un marteau, une bêche. Ça, vous voyez très, très nettement combien cet outil. Mais quand l'homme fait des outils extrêmement sophistiqués, on peut se poser la question si à un moment donné, l'outil ne domine pas l'homme. Mais vous remarquez, dans l'informatique, c'est toujours à partir de celui qui a conçu le programme. Oui, oui. C'est pas en soi, l'informatique n'est rien. C'est l'homme qui met des données. Je veux dire, c'est ça là, quoi. Enfin, il n'est pas que des données. Il met tout un fonctionnement, c'est-à-dire tout un processus. Il imagine un processus, mais que la plupart du temps, vous ne connaissez pas. C'est ça. Donc, le résultat que vous donne finalement la machine, vous le prenez sans pouvoir, on pourrait dire, maîtriser ce résultat.
Puisqu'il sort d'un truc. Et plus c'est complexe, moins vous saisissez ce qui se fait. Parce qu'on ne peut pas analyser, c'est ça? Parce que vous ne connaissez pas le procès. C'est pas vous qui l'avez conçu. Et comme il est très complexe et qu'il va très vite, vous ne pouvez pas le mesurer. Comment? L'ordinateur, lui, il analyse tout ce qu'on fait. Le centre d'intérêt et tout. Non, mais après, ça, c'est autre chose. C'est pas l'ordinateur. L'ordinateur est un instrument pour ceux qui veulent savoir ce que je fais. Donc... C'est nous les instruments pour ceux qui... Ouais. Oui, il est un instrument pour être la mémoire de tout ce que j'ai cherché, fait, dans quel domaine et quoi. Comme ça, je vais pouvoir avoir un vivier de consommateurs pour un produit que je peux peut-être inventer. Donc, je vais faire ça, puisqu'il y a des gens qui cherchent ça, et en même temps ça, et en même temps ça et ça. Donc, je vais essayer d'avoir un produit qui corresponde à tous ces désirs. On peut essayer comme ça. C'est comme ça, d'ailleurs, que... En tout cas, la production fonctionne comme ça, hein, pour trouver des produits qui tout le temps répondent à ce que... Donc, pour pouvoir les vendre. Et c'est comme ça aussi que l'homme se laisse conditionner. Et même déterminer. Voilà. Parce que normalement, ça me conditionne, mais je finis par être déterminé si je ne fais pas attention. C'est ça. Là, il faut s'arrêter. Je sens qu'il faut s'arrêter. Ça veut dire stop. Oui. Conditionné et déterminé. Oui, alors ça, on va peut-être reprendre cet après-midi là-dessus. Parce que sinon, là, on commence à être déterminé par la fatigue. Le niveau de glucides qui baisse. Mais ça demande une énergie colossale de réfléchir à tout ça. C'est analysé. Je trouve, hein. C'est analysé. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait ce genre de choses. Bah hein. oui. Ça remonte à... Peut-être que vous l'avez jamais fait. Bah, si petit, on se pose des questions. Oui, des oui, choses. petit, oui, vous posiez des questions. Et ça me revient, hein. Mais oui, Et mais ça, pendant pourquoi de Comme nombreuses les années, petits vous font. ne posiez aucune question. Ouais. Comme les enfants font. Oui. Ça, c'est pourquoi. Et pourquoi elle saute la grenouille. Voilà. Et ben, on revient à ça. Mais après, vous avez de la lumière parce que vous commencez à comprendre l'alliance de l'intelligence avec l'imagination, avec le corps et avec le monde physique. Donc c'est un premier résultat, en tout cas, de cette analyse, de cette expérience très fondamentale, de saisir profondément l'homme au milieu de ce monde physique. Et comment il va connaître une certaine fécondité grâce à son intelligence liée à son corps et à l'imagination. Mais moi, je me rends compte d'une chose, c'est qu'en fait, dans toute notre vie, on ne fait pas de philo. Ouais. Enfin, on ne fait pas ça. Mais non, on a une vision C'est très globale. Et je pense que beaucoup de gens ont envie de se poser ça. La plupart, on n'analyse pas, vous voyez. On essaie de vous faire agir sur des états affectifs et émotionnels. C'est ça. Mais vous n'analysez pas. Mais de quoi ai-je besoin? Mais quand vous allez faire vos courses, on pourrait dire de faire des courses, c'est une certaine réalisation. Ouais. Je vais faire mes courses, je vais acheter ça, j'ai besoin de ça. Bon. Vous, normalement, votre chariot est vide quand vous entrez. S'il n'était pas vide, vous allez directement à votre voiture pour tout de suite le vider et le prendre sans le payer. Bon. Normalement, c'est vide. Et normalement, selon ce que vous avez comme projet, vous devez savoir comment est votre chariot à la sortie. C'est ça. Et maintenant, quand vous sortirez, quel est le rapport entre l'idéal que vous aviez de vos courses et la réalisation? Alors ça va dépendre de la musique qu'il y a eu, des rencontres avec... Après, à quelle heure vous êtes allé? S'il y a plus de monde à la boucherie ou chez le poissonnier, après chez... La promo qu'il va y avoir. Comment? La promo? Oui.
C'est comme dans les magasins. C'est très rare, mais ça peut arriver. Dans les magasins. Les promotions infléchissent complètement vos courses. Et à la fin, vous arrivez, mais j'avais pas du tout besoin, j'ai acheté plein de trucs. Ah oui, mais c'était tellement bon marché. Vous voyez? Donc en fait, vous n'avez pas agi. Vous voyez, vous n'avez plus agi de façon pure, avec une lucidité, donc une certaine analyse, une vraie ordre, et vous avez agi de façon globale par des états affectifs. Et on a joué sur vos désirs et vos impulsions. Mais c'est l'art, hein, c'est le marketing. Hein. C'est ça. Et ça, on appelle ça des études. Ah ben oui. Vous voyez, ça s'appelle le conditionnement.